Bonsoir, bienvenue à vous dans ce journal. Aïssatou Gueiba. À la une ce soir, l'inauguration de l'Institut supérieur de l'enseignement professionnel à Thiès perturbée. Des affrontements entre nervis et les populations ont fait 2 blessés et des responsables de l'opposition également arrêtés. Le mouvement pour la défense de la démocratie M2D a accueilli le chef de l'État en brassard rouge. Une inauguration dans une ferveur purement politique avec une forte mobilisation. D'ailleurs, on est en plein préparatif des élections locales de janvier 2022. La révision exceptionnelle sur les listes électorales démarre dans la 2e quinzaine du mois de juillet. Selon Babacar Fall, secrétaire général du GRADEC, il sera d'ailleurs notre invité. Puis à Saint-Louis, encore une tentative d'émigration clandestine. La brigade territoriale de la gendarmerie a saisi une pirogue avec à bord plusieurs bidons et 60 litres d'essence, entre autres matériels de voyage. Les populations interpellées afin de mettre un terme à ce phénomène. L'actualité nous amènera en Guinée-Conakry où le principal parti de l'opposition guinéenne annonce la reprise des manifestations de rue pour dénoncer l'attitude du gouvernement qui interdit à plusieurs opposants de quitter le pays. Sibsoa. Aïssatou Gueiba. À la présentation, Papa Abdoulaye Dieye assure la mise en onde de ce journal. Direction à Thiès où le président Macky Sall devait inaugurer ou doit inaugurer l'Institut supérieur d'enseignement professionnel, mais une inauguration perturbée par des affrontements entre opposants, ou plutôt entre opposants et des nervis. 2 blessés et des responsables de l'opposition également arrêtés. Babacar Ndaw. Oui, le chef de l'État le chef de l'État est arrivé à hauteur du personnalité sur le coup de 17h45 où il attendait, une forte mobilisation côté Rémi comme côté de nos opérateurs. Mais parmi ces, accueillants, il y avait également, des mécontents, des Thiessois qui ont arboré des brassards rouges avec des pancartes, tous les sons de fête, tant pis, comme c'est à la mode. Ce groupe-là, malheureusement, a repris pour son grâce puisqu'ils ont été tabassés, Mali, Tungini, Sari, les forces de l'ordre, des gendarmes comme des policiers, 2 blessés ont été arrêtés, ils ont des 14 chez eux effectués dans les régionales. L'un d'entre eux, je dis que c'est une évangile, avec un délégué, le responsable du presse a été arrêté. Caporal Sénégal du parti Alliance Sécurité pour la démocratie la République directement, une bonne demi-dizaine de responsables de la plateforme de DHS. Et ils ont dit, même s'ils sont un peu noyés par la mobilisation, pas droit le chef de l'État le soir. Donc c'est l'information des affrontements qui ont eu lieu devant la région de la gendarmerie centre-ouest devant la compagnie de la gendarmerie. Les supérieurs ont été vraiment expliqué ce type de situation-là. C'est jamais il a été c'est 5 minutes après que le chef de l'État est arrivé avec son bord des responsables locaux comme Augustin Tine, Abdoumou, entre autres Yankoba Diatara, le maire Salatula. Mais le grand attaque, il faut dire que Idrissa Seck, la surprise de Idrissa Seck n'est pas venu accueillir le prix Macky. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il a voulu ainsi? Tout à l'heure, le maire de Thiès que nous avons joint, Lamine Diallo, a dit qu'Idrissa Seck voulait responsabiliser et c'est eux qui ont demandé à Idrissa Seck de se reposer. Ils sont maintenant majeurs, ils peuvent accueillir le chef de l'État à la dimension, de sa personne. Il faut dire donc, le chef de l'État a fait un petit procès ici au niveau du CNS qui abrite désormais l'espace Sénégal Service avec le bureau de l'emploi entrepreneuriat pour les jeunes et les femmes. Donc, il vient d'être officiellement inauguré par le chef de l'État ici à Thiès. Désormais, les jeunes et les femmes de Thiès peuvent fréquenter cette structure pour avoir des possibilités d'emploi et de formation, mais surtout de financement pour l'État du Sénégal. Donc, pour l'instant, on est présentement à la promenade de Thiès devant le tribunal des salles de Thiès où une marée humaine, quand même,
avec une dominance orange, vous l'avez compris, les nuits qui ont battu quand même, disons, le pari de la mobilisation, des responsables de l'Européen. Et là, on a fait l'État, voilà, qui a donné un grand profit à l'entrée de Kiev, en tenue blanche, avec une traction sur la tête, le masque bien serré qui est en train, donc, voilà, de partager cette sévère de mobilisation qu'il a toujours voulu, puisque son dernier voyage à Thiès remonte en 2019, où le président Macky Sall, dans le cadre de la campagne pour la dernière présidentielle, avait même tenu un meeting ici à la province de Thiès, où nous nous trouvons présentement, pour dire que donc, le chef de l'État va profiter de cette mobilisation, faire 5 heures pour aller à Jassab qui abrite l'ISEP, donc de Thiès, le pays un investissement de 7 milliards financé par la Banque mondiale. L'ISEP, donc c'est l'Institut supérieur d'enseignement professionnel. Et pour rappel, l'ISEP de Thiès est le premier numéro de l'ISEP ouvert en 2012. D'ici, plus de 1000 Sénégalais ont été formés dans divers métiers, notamment 28 métiers regroupés dans 8 domaines. Donc, le chef de l'État qui vient de passer devant le justice, voilà, l'applaudissement, peut-être la France qui se déplacer en masse. Donc, le président Macky Sall, peut-être qu'il va passer dans ce moment le temps de s'imposer devant le temps de 1000 francs, la venue du président le sénateur, et éventuellement, ça peut, si le président arrive, c'est vraiment, je peux dire sur le rail, puisque quand même, le dossier de la rance du chemin de fer là-bas, mais d'autres préoccupations qui sont vous pouvez passer même pas deux, et face à un problème de sécurité, et surtout, et pas de préoccupation, même si le chef de l'État n'est pas venu pour cette préoccupation, il est venu donc inaugurer un institut supérieur d'enseignement professionnel pour dire que la formation et l'éducation peut-être occupe, disons, des places de choix dans sa politique. Certainement, il le dira tout à l'heure, au niveau de la cérémonie qui se tient à l'ISEP, au quartier de sur la route de Tivaouane. Pour l'instant, c'est ce qu'on peut retenir, à part donc, quelques désagréments de la gendarmerie avec des blessés notés du côté de l'opposition, un groupe de jeunes mécontents qui a le chef de l'État avec des brassards. À ce niveau-là, juste le temps de laisser poursuivre. Merci beaucoup Babacar Ndao, donc le président Macky Sall à Thiès pour l'inauguration de l'Institut supérieur de l'enseignement professionnel. Sur place, des affrontements entre nervis et les populations. L'opposition M2D en brassard rouge. Également, on parle de plusieurs arrestations. Une inauguration dans une ferveur purement politique. D'ailleurs, on est en plein dans les préparatifs des élections locales de janvier 2022. La révision exceptionnelle sur les listes électorales démarre dans la deuxième quinzaine du mois de juillet. Les futurs présidents de commission sont en train d'être recensés. Mieux, les plénipotentiaires des différents pôles politiques sont en conclave pour traduire dans le code électoral le consensus né du dialogue. Cependant, il y a des craintes liées au contexte politique et aux conséquences du découpage. Babacar Fall, secrétaire général du GRADEC, est avec Elhadj Malick Ndiaye. Bon, mais au vu des actes qui sont en train d'être posés, nous pensons qu'en tout cas on peut avoir, disons, une réaction plus ou moins mitigée. On peut autant dire qu'au vu des actes qui sont posés, qu'on est en plein dans la préparation des élections, parce qu'en ce qui concerne la révision des listes électorales, c'est vrai que ça n'a pas démarré, mais le ministre de l'Intérieur vient d'instruire les autorités administratives pour recenser les personnes censées présider les commissions administratives de révision des listes électorales. Je pense qu'il l'a fait la semaine dernière à travers une note. Alors, et on pourrait penser que la révision des listes électorales pourrait démarrer dans la deuxième quinzaine du mois de juillet, disons entre le 25 et le 30, après les fêtes de Tabaski. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément qui nous conforte en tout cas qu'on pourrait s'acheminer effectivement vers la tenue de ces locales, c'est le fait que les plénipotentiaires des différents pôles politiques sont en conclave en ce moment, depuis hier d'ailleurs, au niveau, je pense que de l'hôtel Ngor Diarama, pour traduire dans le code électoral, disons, les consensus nés du dialogue politique. Ça, ce sont, je pense que donc des éléments assez importants qu'il convient quand même de relever pour montrer qu'on s'achemine en tout cas vers la tenue de ces élections, même si, comme je l'ai dit au début, on peut encore avoir, disons, quelques incertitudes, des incertitudes donc liées un peu au contexte politique.
qui est très chargé, qui est très tendu en ce moment, et également aux conséquences du découpage administratif qui, à n'en pas douter, va avoir des conséquences, disons, sur la carte électorale, en termes de cartes qu'il faudra rééditer, d'électeurs qui vont changer de lieu de vote, etc., etc. Les députés ont adopté ce mardi à l'unanimité le projet de loi d'orientation relatif au volontariat. Plusieurs préoccupations ont été soulevées par les parlementaires, des plaidoiries faites, notamment le recrutement des volontaires en fin de mission et l'accompagnement des volontaires de la Croix-Rouge. Babacar Samb. Moins de 50 députés présents dans l'hémicycle au moment des discussions. 9 parlementaires qui ont levé la main pour intervenir et statuer sur ce projet de loi qui concerne la jeunesse et ô combien important selon le député Djibril War. Il pense d'ailleurs que le ministère de la Jeunesse doit entrer en plein pied dans la recherche de réponses à la problématique de l'emploi des jeunes. La libérale Marie Saouniaye insiste sur la formation des volontaires et plaide pour la réinsertion de ceux qui sont en fin de contrat. Les militaires libérés doivent aussi être pris en compte dans le projet de recrutement des volontaires. Donc, encadrer, ce projet de recrutement de ces volontaires-là, moi je pense que nous les utiliser et nous arrêter l'insécurité. Il faut aussi accompagner et encadrer les éléments de la Croix-Rouge pour leur offrir d'autres perspectives. Leur collègue de Benno Bokk Yakaar, Théodore Chérif Monteil, tient à préciser que le volontariat n'est pas un travail, c'est juste un engagement. Il ne faut pas donner de fausses idées et de faux espoirs aux jeunes Sénégalais, martèle-t-il. Interpellé sur la situation des jeunes qui ont perdu leurs droits civiques et politiques, la ministre de la Jeunesse, Néné Fatoumata Tall, de préciser. Le volontaire, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un jeune polyvalent qui a une capacité réelle d'adaptabilité, qui doit être en brassage avec les populations. Donc ce jeune-là doit être un modèle. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas donner la chance aux autres qui ont eu à avoir des problèmes avec la justice, mais pour des précautions quand même, nous avons choisi de ne pas y associer ces jeunes qui ont perdu leurs droits civiques et politiques. Selon la ministre, le volontaire n'est pas un salarié, il ne peut pas bénéficier d'avantages. Cependant, souligne-t-elle, le président de la République, sensible au sort de ces jeunes, a préconisé dans le cadre du recrutement de 1000 volontaires du service civique national et des agents de sécurité de proximité que leurs indemnités soient considérablement revues à la hausse. Précisons que le projet de loi a été adopté à l'unanimité. Babacar Samb, la loi d'orientation relative au volontariat permet de renforcer le dispositif institutionnel afin d'assurer l'efficience des actions des volontaires. Néné Fatoumata Tall, ministre de la Jeunesse, réagit avec Babacar Samb. Ce projet de loi est très important pour le ministère de la Jeunesse qui a en charge la promotion des valeurs civiques et citoyennes. Et le volontariat est un levier essentiel sur lequel nous pouvons nous reposer, non seulement pour faire la promotion des cibles là dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais surtout pour faire la promotion socio-économique des jeunes, mais également dans le cadre de l'entrepreneuriat des jeunes. Le président de la République a décidé de revoir le cadre institutionnel et juridique du volontariat, mais surtout du service civique national. Donc la nouvelle, en tout cas dans ce projet de loi, c'est que le service civique va devenir, le service civique et le volontariat seront ensemble dans une direction qui va s'appeler la direction générale du service civique et du volontariat. Donc c'est une avancée nouvelle, mais très importante pour les jeunes, mais également pour le ministère de la Jeunesse qui a en charge ce secteur-là. Sud FM, l'info, c'est ici. Je vous le disais en titre à Saint-Louis, les éléments de la brigade territoriale de la gendarmerie ont saisi ce mardi une pirogue avec à bord plusieurs bidons de 60 litres d'essence et d'eau, des vivres et sacs de voyage. Tout porte à croire qu'elle a été préparée pour des candidats à un voyage clandestin vers l'Europe. La pirogue a été retrouvée bâchée dans un village du Gandiolé, occasion saisie par la gendarmerie d'inviter les populations à plus de collaboration avec les forces de défense et de sécurité pour mettre fin à ce phénomène. Yves Tanet. C'est une pirogue remplie de bidons d'eau et d'essence, de vivres et de sacs de voyage que les éléments de la brigade territoriale de la gendarmerie de Saint-Louis viennent de saisir au niveau de la zone du Gandiolé. Il s'agirait d'une pirogue préparée pour des candidats à un voyage clandestin vers l'Europe. L'adjudant-chef Moumoudou Sagna est le commandant de cette brigade territoriale de la gendarmerie de Saint-Louis. Notre surprise était si grande que quand on a trouvé autant de bagages,
des bidons d'essence hors bord. Combien? Ça doit dépasser la soixantaine. Des bidons de 60 litres. Il y a des bidons d'eau, il y a des vivres, et voilà, des sacs de voyage. Tout laisse penser que c'est des gens qui sont vraiment déterminés à partir soit cette journée ou cette nuit. Parce qu'ils l'ont bien camouflé là-bas, bâché et tout, loin de regard. Il revient de manière détaillée sur le film de l'enquête ayant conduit à la saisie de cette pirogue. Ça fait presque un mois, nous avions des renseignements comme quoi il y aurait une pirogue en préparation pour amener des clandestins en Europe. Mais c'est en territoire mauritanien que les choses se passaient, c'est-à-dire au village de Diawas. Alors depuis lors, on suivait cette affaire. Et très tôt ce matin, j'ai été informé par un de mes agents de renseignement qui m'a signalé des mouvements au niveau du village de Kerbarka. Alors après avoir informé ma hiérarchie, j'ai fait un transport avec mon personnel et accompagné de la Guardia civile. Alors arrivé sur le lieu, on a retrouvé une première machine de 15 kW et ces pirogues qui se trouvaient dans l'eau là-bas contenaient quelques bagages. Il a cependant saisi l'occasion pour inviter les populations à collaborer davantage avec les forces de défense et de sécurité afin de combattre définitivement ce phénomène de l'immigration clandestine. Si les populations peuvent nous aider à éradiquer ce fléau, vraiment ça serait une très bonne chose. Parce qu'avec ce que les gens enregistrent comme dégâts, c'est énorme. Toutefois, l'inventaire de tout le matériel retrouvé dans cette pirogue s'est fait au niveau de l'unité fluviale sous la supervision du lieutenant-colonel Émile Manga, commandant la Légion de gendarmerie Nord, en présence du capitaine Amidou Ndiaye, commandant la compagnie de gendarmerie de Saint-Louis. Saint-Louis, Yves Tandeng, Sud FM. Yves Tandeng, plus 4 morts dans un accident de moto survenu hier soir sur l'axe Kédougou, Salémata, région de Kédougou. La violence, la collision entre les deux motos a fait 2 morts sur le coup. Les 2 autres ont succombé à leurs blessures. Boubacar Tamba. 4 morts, c'est le bilan d'un accident de moto survenu hier soir sur l'axe Kédougou-Salémata aux environs de Bandafassi. Ce sont 2 motos qui sont entrées en collision. Des sources sécuritaires d'indiquer que la violence du choc était telle que 2 personnes ont rendu l'âme sur le coup et les 2 autres ont succombé à leurs blessures suite à leur évacuation par les pompiers au centre de santé de Kédougou. Les accidents de moto tendent à devenir un autre trait de caractère spécifique à la région de Kédougou où foisonnent les 2 roues du fait des nombreuses opérations d'exploitation artisanale de l'or. On se le rappelle, l'année dernière, un jeune soldat en congé dans la commune de Dimboli avait péri dans un accident de moto. Ces nombreux accidents de moto alimentent ici présentement toutes les conversations. Boubacar Tamba Kédougou, Sud FM. Boubacar Tamba, faisons à présent le point sur la situation épidémiologique au sein du pays. 2 décès recensés, 28 nouveaux cas, dont 19 cas communautaires, 11 cas graves. 6029 personnes ont été vaccinées, soit un total de 521 373 au total depuis le début de la campagne de vaccination. La pandémie, il y a également de réelles menaces d'une 3e vague au Sénégal. Depuis quelques jours, on assiste à une remontée graduelle du nombre de cas et à cela s'ajoute la détection de plusieurs variants et c'est la même situation qui prévaut dans beaucoup de pays africains. La coalition pour la santé et l'action sociale tire la sonnette d'alarme et formule des recommandations tout en demandant aux Sénégalais de respecter les mesures barrières et d'aller se faire vacciner. Le docteur Mohamed Ly est le secrétaire général de la COSAS. Il est avec Naïm Mariam Diaye. On a l'impression quelquefois aussi qu'elle ne donne pas le bon exemple pour ce qui est du respect des mesures barrières. Non content d'avoir ouvert toutes les infrastructures sportives, et de donner carte blanche donc à toutes les activités sportives. Bon, elle se lance dans des tournées politiques où on remarque qu'il y a des foules immenses, avec sans mesures barrières, avec risque donc de propagation de la pandémie. Au moment même où on nous annonce qu'il y a des variants qui sont là et tout le monde suit l'actualité internationale, on sait que c'est des variants qui sont très contagieux et qui vont entraîner aussi des tableaux sévères. Donc on ne comprend pas ce qui se passe, pourquoi ils ne sont pas à l'alerte et fassent plus de communication à l'endroit des populations et arrêter ces tournées, ou en tout cas prendre un format plus en adéquation avec que nous courons. D'autant plus que le taux de vaccination est très faible contre la Covid, à moins de 3%. Donc c'est pour ça que nous disons que quand même, il est temps, et c'est pas seulement le gouvernement, les partis d'opposition également font des rassemblements, alors que toute la classe politique devrait se regrouper et faire de cette
question de la Covid vraiment une question nationale et urgente et prioritaire, parce que si on a des situations comme celle qu'on a vécues en Inde ou au Brésil, je pense qu'on risque d'avoir de gros problèmes dans ce pays. Assainissement, Kaolack a bénéficié de 15 milliards dans le cadre du programme des 10 villes. Les travaux sont très avancés, mais les ouvrages réalisés ne vont pas impacter ne vont impacter que 13 des 45 quartiers de la ville à Ouattao. Kaolack a bénéficié d'un montant de près de 15 milliards de non-francs pour son assainissement dans le cadre du programme des 10 villes financé par l'État du Sénégal et la Banque ouest-africaine de développement. Les ouvrages à réaliser sont composés de 12,5 km de connecteurs de drainage des eaux pluviales qui vont impacter 13 quartiers sur les 45 que compte la capitale de Mbossé-Koumba-Djiguène, de 2 bassins d'écrêtage d'une capacité de 19 500 m3 et de 765 m3 à hauteur de Khahoun, du reprofilage de la bande d'Aouzou, mais aussi de la réalisation de 4 600 m2 de voirie neuve en pavé autobloquant et d'un ouvrage hydraulique de rétablissement au niveau de la route nationale numéro 1, entre autres. Sur ce montant de 15 milliards, 1,8 milliard de non-francs sont destinés à l'extension du réseau d'assainissement de la cité religieuse de Medina Baye. Les chantiers sont certes très avancés aujourd'hui, mais n'empêche, avec les premières pluies enregistrées dans la commune, des problèmes sont constatés dans des quartiers comme Sam, Gawan et Tchofak. Ces travaux d'assainissement vont certes constituer une bouffée d'oxygène pour certains, mais ont commencé à transférer le problème ailleurs dans des quartiers comme Sahara, Djamagun et Parcelles Assainies qui ne bénéficient pas encore de réseau d'assainissement et où les eaux ont commencé à stagner parce que n'ayant pas dessus. Kaolack pour Sud FM, à Ouattao. Ouattao, Ngoné Ndour rempile à la tête du conseil d'administration de la SODAV. L'élection qui a eu lieu ce matin au siège de la société a été l'occasion de revisiter les doléances qui ont pour nom le recouvrement des droits d'auteur auprès des radiodiffuseurs, les droits des artistes des arts visuels, la construction du futur siège de la SODAV, entre autres. La présidente promet de relever ces défis avec toute l'équipe. Rapsali Manouane. Après près d'une heure de vote supervisé par 2 huissiers, les membres du conseil d'administration ont voté et plébiscité Ngoné Ndour, nous dit le directeur de la SODAV, Ali Bachili. Il y avait 35 votants et 34 voix ont été accordées à Madame Ngoné Ndour et un bulletin nul a été constaté par les huissiers, ce qui constitue une quasi-unanimité. On peut d'ores et déjà dire que Madame Ngoné Ndour est élue au poste de présidente du conseil d'administration de la SODAV. Pour le représentant des éditeurs, ce plébiscite est bien mérité par la lionne de la SODAV, Seydi Sow. Et ce mérite, vous l'avez par le travail que vous avez accompli. Le challenge qui vient, c'est un challenge extrêmement important. Il s'agit de faire la copie privée, de la rémunération équitable, des droits de suite. Et il s'agit surtout des contrats avec les sociétés. Il s'agit surtout de recouvrir les droits d'auteur auprès des radiodiffuseurs. Ce sont des challenges de taille qui vous attendent. Mais on n'a aucun doute là-dessus. Vous êtes une battante. D'une voix étreinte par l'émotion, Ngoné Ndour, après avoir remercié les administrateurs, a tenu à préciser que ce vote est la plus importante étape depuis la création de la société. Parce que la première élection, c'était en 2018, la reconduction du conseil d'administration. C'était à l'issue d'un an de gestion de la SODAV. Comme Grand Seydi l'a dit, il y a beaucoup de chantiers qui nous attendent. Au-delà des nouveaux droits qui ne sont pas encore mis en œuvre, comme la copie privée, le droit des artistes des arts visuels, il y a le challenge de la construction de l'immeuble de la SODAV qui va être démarré très bientôt. Il y a le contrat de la SACEM qu'on a ici quelques jours et avec des résultats et une transparence. Pour rappel, Ngoné Ndour est la deuxième présidente du conseil d'administration de la SODAV qui va souffler sa 5e bougie en octobre prochain. Hapsa Elimanouane, le processus de recrutement des 5000 enseignants se poursuit. La 3e phase a démarré. Elle consiste au dépôt physique des dossiers. Cependant, 12 sortants de la FASTEF promotion 2013 ont été recalés. Ils sont frappés par la limite d'âge. Ils lancent un appel au ministre de l'Éducation pour une indulgence concernant leur enrôlement. Alfousseni Keita est le coordonnateur des sortants de la FASTEF promotion 2013 avec Naïmar Gimdjaï. Même s'il faut noter qu'il y a eu des manquements, certains sortants de la FASTEF promotion 2013 ont été recalés. Mais après recours au niveau du ministère de l'Éducation nationale, ils étaient rétablis dans leurs droits. C'est un acte qu'il faut saluer
Mais par contre, 12 des professeurs sortants de la FASTEF sont frappés par la limite d'âge, dont ils ne sont pas responsables, mais plutôt l'État du Sénégal. Sur ce, nous lançons un appel solennel à M. le Président de la République et son ministre de l'Éducation, Mamadou Talla, qui est un homme de consensus, mais aussi de solution, d'apporter une solution définitive en recrutant ces 12 professeurs qui coûtent rien à l'État du Sénégal. Nous espérons que ce message sera entendu et mis en œuvre pour l'intérêt de tous, mais particulièrement de l'école sénégalaise qui a besoin de ces 12 professeurs. Sur ce encore, Monsieur le ministre, nous faisons un plaidoyer auprès de vous de prendre en compte ces 12 professeurs qui ne réclament qu'à servir leur nation. Parce que s'ils sont arrivés à ce stade-là, d'une part, l'État du Sénégal est responsable. Du coup, nous vous demandons de faire une discrimination positive pour enrôler ces sortants de la FASTEF, pour clore définitivement le problème des sortants de la FASTEF, parce que cela n'honore pas le Sénégal. Retenez que Souleymane Sidi Seck, fils de Cheikh Yérim Seck, accusé de viol, est placé sous mandat de dépôt. Le procès de des deux danseurs de Wally Seck, à savoir Mohamed Samb et Amady Badiane, s'est tenu ce matin. Le procureur a requis 2 ans, dont 6 mois contre eux. Les avocats de la défense ont plaidé la relaxe pure et simple. Le verdict sera rendu le 6 juillet 2021. Compte rendu Abdoulaye Diop. Le procès des 2 danseurs de Wally Seck, à savoir Mohamed Samb alias Ahmed Chou et Amady Badiane, s'est tenu ce matin au tribunal des flagrants délits de Dakar. Ils sont poursuivis pour attentat à la pudeur et outrage public aux bonnes mœurs suite à un baiser qu'ils se sont échangés après des pas de danse lors d'un concert qui s'est tenu il y a 2 semaines. Le procureur, dans son réquisitoire, a demandé une peine de 2 ans de prison, dont 6 mois fermes selon lui. Dans un pays comme le Sénégal, avec des hommes de valeur, nous ne pouvons pas se permettre ce genre d'actes, notamment dans un concert. Prenant la parole, les avocats de la défense ont plaidé la relaxe pure et simple de leurs 2 clients. Ils ont affirmé que ces derniers n'avaient pas l'intention d'outrager le public en se donnant un baiser. Les 2 prévenus, Ahmed Chou et Amady Badiane, disent regretter cet acte. Ils avaient seulement l'intention de faire plaisir au public et qu'ils se sont inspirés de la comédie musicale et donné pour exemple Siriki et Souké, puisque selon eux, dans la danse, il y a la partie d'Anel. Donc ils ont voulu terminer cette partie de cette manière, mais ce n'était pas un acte prémédité. À retenir que nous n'avons pas noté la constitution de partie civile. Le verdict sera rendu le 6 juillet 2021. Sud FM vous transporte partout au Sénégal et dans le monde. Sud International. Je le disais en titre, en Guinée-Conakry, le principal parti de l'opposition guinéenne annonce la reprise des manifestations de rue pour dénoncer, dit-il, l'attitude du gouvernement qui interdit plusieurs opposants à sortir du pays. Après cette annonce, des citoyens de la capitale Conakry ne cachent pas leur inquiétude et invitent l'opposition et le pouvoir à dialoguer pour éviter les manifestations qui aboutissent souvent à des morts ou des destructions de biens. Le reportage d'Amadou Ribari. Ce sont des avis partagés autour de la volonté du principal parti de l'opposition de reprendre les manifestations de rue. Certains citoyens qui ont triste souvenir des manifestations antérieures se disent perturbés depuis cette annonce de l'UFDG de reprendre très prochainement ces manifestations de rue. Par contre, d'autres rencontrés en haute banlieue de Conakry se réjouissent et estiment que le gouvernement ne comprend que le langage de la rue. Dalanda Diallo. S'ils nous demandent de reprendre la manifestation, nous sommes prêtes. On se battra jusqu'à ce qu'on récupère ce qui nous appartient. Même s'ils tuent jusqu'au dernier, nous sommes prêtes. L'axe Amdalaï Kagbele est cette zone qui est impactée pendant les mouvements de contestation, sans doute parce que c'est le bastion de l'opposition. Les dernières manifestations ont conduit Aladji Boubacar Bari en prison, la soixantaine à son habitation près de la route Le Prince où il étale ses marchandises. Les manifestations ne sont toujours pas à l'avantage pour des personnes comme moi. Cette annonce me préoccupe car je n'ai pas de moyens. Moi personnellement, j'ai été victime de manifestations. On est venu jusqu'à chez moi pour m'interpeller. Donc une manifestation n'est vraiment pas bénéfique pour nous. Mamadou Diallo a une boutique à Bambeto, toujours en haute banlieue de Conakry. Il estime que la manifestation ne fera qu'envenimer la situation déjà précaire. À l'heure là, le pays est en chaos. Rien ne marche. Même nous, le boutiquier, quand on voit un client, 2 clients, c'est fini pour la journée. Maintenant, avec la cherté de ce pays-là aussi,
aussi, rien ne marche. Quand il y a manifestation aussi, ça ne fait qu'augmenter la galère. Non loin de là, l'Union des forces démocratiques de Guinée, principale force politique de l'opposition, refuse la main tendue du gouvernement à dialoguer, mais exige tout d'abord la libération de ses cadres emprisonnés et la restitution du passeport de son leader Cellou Dalein Diallo, confisqué il y a des mois. Amadou Ribari, depuis Conakry, pour Sud FM. Merci beaucoup Amadou Ribari. Au Burkina Faso, 2 djihadistes présumés accusés d'avoir joué un rôle clé dans l'attaque dans le nord-est du Burkina Faso ont été accusés d'avoir joué un rôle clé dans cette attaque qui a fait au moins 132 morts dans la nuit du 4 au 5 juin, ont été mis en examen pour terrorisme, annoncé mardi le procureur du Burkina Faso. En sport, Euro 2021, l'équipe d'Angleterre a battu celle d'Allemagne 2-0 en 8e de finale de l'Euro 2021. De football, ce 29 juin à Londres, en quart de finale, les Anglais affronteront le 3 juillet le vainqueur de Suède-Ukraine. 18h33 sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio et nous accueillons la page économie avec Rapsay Emmanuel. La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous offre le journal de l'économie. Bonjour. Comme promis dans le précédent numéro, le directeur général de la Sodefitex, Pape Fata Ndiaye, va revenir sur les grands défis de la société qui a proposé un plan de relance à l'État. Le directeur général revient sur la diversification des produits de la société de développement et des fibres textiles. Oui, aujourd'hui, le défi majeur, c'est de maintenir la dynamique de croissance que nous avons amorcée ces 2 dernières campagnes. Nous avons proposé à l'État du Sénégal un plan de relance de la filière cotonnière sénégalaise. Il est en attente de financement et dans ce plan pour l'avenir, nous y avons intégré des orientations majeures qui vont permettre de résister beaucoup plus efficacement face au changement climatique. Nous allons travailler à rechercher des variétés beaucoup plus adaptées aux conditions climatiques du Sénégal. Nous allons mettre un accent plus particulier sur la motorisation de la culture et nous allons travailler aussi à maîtriser l'eau. L'agriculture sénégalaise est fortement dépendante de l'eau. Le coton, c'est une spéculation qui nécessite beaucoup d'eau, beaucoup de soleil, et c'est ce qui explique qu'on est dans la zone cotonnière au sud de la région de Tambacounda. Et dans les défis majeurs que nous nous posons, nous allons formuler une offre au coton distinctive, la rendre compétitive face aux autres spéculations, notamment l'arachide, le maïs et les autres spéculations concurrentes. Nous allons aussi travailler à renforcer la dynamique de diversification. Vous savez, la Sodefitex est connue pour le coton, mais ce n'est pas seulement le coton. Nous avons une rizerie industrielle installée à Kédougou. Nous avons une minoterie qui travaille dans la transformation des produits céréaliers à Tambacounda. Et nous avons mis en place depuis 2 ans également une unité de production d'Aflasafe à Kawod. L'Aflasafe, c'est un champignon qui neutralise le champignon responsable de l'aflatoxine. Et vous savez que l'arachide au Sénégal est un poids lourd et que l'arachide et le maïs également sont très impactés par les aflatoxines qui génèrent un manque à gagner considérable pour l'économie sénégalaise, mais également qui posent un problème de santé publique. En ce sens où les aflatoxines sont responsables en grande partie du cancer primitif du foie. Et nous avons développé avec l'aide de la coopération nigériane américaine avec le ministère de l'Agriculture, l'Aflasafe, qui permet de trouver une solution définitive aux aflatoxines, notamment sur l'arachide et sur le maïs. Sud FM vous remercie, Pape Fata Ndiaye. Merci, madame. Je rappelle que vous êtes le directeur général de la Sodefitex. Le journal de l'économie, c'est fini. Merci de votre fidélité. La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous a offert le journal de l'économie. Aïssatou Gueye-Ba. 18h37, c'est la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, le rappel des titres.
L'inauguration de l'Institut supérieur de l'enseignement professionnel à Thiès perturbée, des affrontements entre nervis et les populations ont fait 2 blessés, des responsables de l'opposition également arrêtés. Le mouvement pour la défense de la démocratie M2D a accueilli le chef de l'État en brassard rouge. Une inauguration dans une ferveur purement politique avec une forte mobilisation. D'ailleurs, on est en plein préparatif des élections locales de janvier 2022. La révision exceptionnelle sur les listes électorales démarre dans la prochaine ou dans la deuxième quinzaine du mois de juillet, selon Babacar Fall, secrétaire général du GRADEC. À Saint-Louis, encore une tentative d'émigration clandestine. La brigade territoriale de la gendarmerie a saisi une pirogue avec à bord plusieurs bidons de 60 litres d'essence, entre autres matériel de voyage. Les populations interpellées afin de mettre un terme à ce phénomène. En Guinée-Conakry, le principal parti de l'opposition guinéenne annonce la reprise des manifestations de rue pour dénoncer l'attitude du gouvernement qui interdit à plusieurs opposants de quitter le pays. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Papa Abdoulaye Dieye qui en a assuré la mise en onde. Dans un instant, la rubrique Sud Éducation avec Mariem et Aïda, tout juste après, ou plutôt à 21h, retrouvez Adam John pour le prochain bulletin d'information. Ça sera en Wolof, bien entendu. Passez d'agréables moments en compagnie des programmes de Sen Radio.